Le prochain thème de notre conférence est l'adaptation en milieu municipal urbain. Exemple de projet en milieu urbain sous les pavés, véléponges, etc. Notre prochain conférencier, M. Gilles Rivard. M. Rivard détient un baccalauréat en génie civil de l'Université Laval et une maîtrise en ressources hydriques de l'Université d'Alberta à Edmonton, avec spécialisation en génie municipal et en ressources hydriques. Il cumule plus de 40 ans d'expérience dans les études de réseaux de gestion des eaux et de modélisation pour des études de réseaux spécifiques et des projets de gestion des ressources hydriques. Il a occupé depuis l'obtention de son diplôme des postes de responsabilité croissante dans plusieurs firmes importantes de génie conseil, dont SNC-Lavalin, Dessau, où il agissait jusqu'en octobre 2000, à titre de directeur pour le service de gestion des ressources hydriques et d'études de réseaux urbains. Il a fondé en 2000 la firme Aquapraxis, comme ça qu'on prononce, oui, qui se spécialisait en hydrologie urbaine et en modélisation de réseaux. Après un passage chez Génivard et Dessau, de 2010 à 2014, M. Rivard agit depuis le début 2015 comme vice-président hydrologie urbaine chez LaSalle NHC, une firme spécialisée en modélisation et gestion des ressources en eau, avec des bureaux à Montréal, Edmonton, Vancouver, Seattle, Pasadena et Sacramento. Il a notamment publié plusieurs articles techniques au niveau provincial, national et international. Il est l'auteur du livre intitulé « Gestion des eaux pluviales en milieu urbain ». Concept et application, publié en 1998. Il a complété en 2011 la rédaction du guide de gestion des eaux pluviales pour le Québec pour le MELCC et le MAMH, qui ont financé la production de ce document qui vient compléter la directive 004 pour la conception des réseaux de drainage au Québec. M. Rivard est par ailleurs président de la branche québécoise de l'Association internationale du contrôle et de la gestion de l'érosion. Il est également président de la branche québécoise de l'Association canadienne des ressources hydriques. Je laisse la parole à M. Rivard. Merci de la présentation. Donc, nous autres, on m'a demandé, en fait, de parler de l'urbain, en fait, les problèmes au niveau des secteurs urbanisés et les impacts avec les changements climatiques aussi qui ont effectivement un impact peut-être plus évident que dans le milieu agricole. Donc, c'est un peu ce qu'on va parler. Il y a beaucoup de diapos. Pas trop stressé, vous allez avoir le diapo, en fait, le document qui va être disponible aussi sur le site. Juste un préambule, un prologue, un peu comme dans les films de James Bond. Au début, il y a toujours une scène d'action pour placer en contexte le reste du film, mais peut-être vous n'êtes pas au courant. Il y a de la Ville de Québec qui a eu un jugement qui a été rendu en 2003, 2005. Il y avait des inondations qui avaient été faites. C'est un jugement qui est disponible sur Internet. Vous allez voir le jugement lui-même qui a été rendu. Et la Ville de Québec a perdu après plusieurs péripéties en cours. Et c'est un élément, finalement, de force majeure qui avait été établi à ce moment-là. Et quand vous lisez le jugement, vous allez voir, force majeure, ça veut dire quoi? Il y a 3 paramètres. Donc, imprévisible, irrésistible. Il y a aussi l'absence de faute. Au niveau municipal, c'est important de souligner. Le juge avait dit, il faut que la Ville ait fait le maximum avant pour que son réseau soit efficace avant l'événement lui-même. Il y a aussi plusieurs normes qui ont été publiées récemment. Là, je mets les 4 plus pertinentes pour les réseaux de drainage ou ce qui a rapport à l'eau. On les voit ici. Donc, conception résiliente de nouveaux projets, ce qui est peut-être plus facile au Québec. On a des guides qui existent depuis 2010 au niveau provincial. Le numéro 2, on voit que c'est en anglais, mais il y a une version française aussi. Les risques d'inondation dans des secteurs existants, ce qui est peut-être plus problématique parce qu'il y a moins d'indications qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ça plus résilient. À gauche, vous avez des normes, un peu comme la norme ISO, norme qualité. En fait, les gens de CSA, qui est une norme canadienne, ont voulu faire une description de ce qu'une ville devrait faire pour être capable de dire « j'ai bien géré mon réseau ». Et finalement, à droite, vous avez ce qui a rapport au branchement de service, tout ce qui était protection des citoyens, en fait, du côté du branchement de service. Donc, la résilience, quand on parle de résilience, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Les risques qu'on voit, en fait, ce qu'on voit, les inondations, c'est ce qu'on a perçu. Mais il y a toujours une partie, évidemment, les changements climatiques font juste exacerber cette partie souterraine-là qui va, un jour ou l'autre, se produire. Et de plus en plus, en termes de changement climatique, on va le voir de plus en plus. Ça, c'est une image Colombie-Britannique, je pense, qu'il y a 2-3 ans. Quand une autoroute se fait inonder, évidemment, il y a un petit problème. La plupart des autoroutes au Québec, c'est dimensionné pour des réseaux avec une récurrence relativement faible, mais on voit que ça se produit. Donc, les changements climatiques, un paquet de thèmes, vous allez voir ici apparaître.
qui font en sorte qu'on a intérêt à améliorer la résilience des réseaux. Donc, avec ce qu'on a déjà construit, qui était peut-être fait il y a 50, 60 ans, mais est-ce qu'on peut améliorer la performance de ces réseaux-là? Une autre photo de Toronto, 2012, je pense, ou 2013. La rue Yonge, ceux qui connaissent Toronto, évidemment, c'est une rue très, très importante de Toronto. Et vous voyez que le petit ouvrage qui était là, il est complètement parti. Ça ne se fait pas en 2 jours non plus, la réparation. Donc, des impacts majeurs au point de vue financier et de gestion de la ville. Donc, la résilience devient, avec des infrastructures existantes, importantes à considérer. D'autres événements au Canada, Calgary, vous voyez en bas, ceux qui sont au courant, en fait, Calgary, il y a eu vraiment un appel, un réveil, un wake-up call, comme on dit en beau français. C'est qu'en 2013, la rivière Bow River est sortie carrément du lit pour inonder le centre-ville de Calgary. 1,8 milliard, je pense, de dommages. Et d'autres gouvernements, en fait, ont fait en sorte que les réseaux existants, finalement, on a un problème peut-être qu'on n'a pas vu à cause des changements climatiques qu'il faut vraiment regarder de façon plus approfondie. Donc, il y a quelqu'un, justement, Isabelle Thomas, qui est à l'Université de Montréal, qui a fait un livre intéressant, ceux qui s'intéressent, du point de vue urbanistique, aménagement de la ville elle-même. Donc, il y a des choses qu'il faut essayer de revoir, un petit peu la façon de faire, comment on construit le bâti urbain, de façon que ce soit plus résilient comme environnement. Donc, évidemment, on ne peut pas être 100% protégé. Les assureurs le savent, parce qu'on paye des primes. Et c'est pas pour rien qu'on disait tantôt qu'il y avait une firme d'assurance Intact qui finance un groupe de recherche à l'Université de Waterloo, en Ontario. C'est parce qu'évidemment, les assureurs ont un intérêt financier évident. Plus il y a des changements climatiques, plus il y a des inondations, plus il y a de problèmes, plus ils vont payer des primes, plus vos primes vont augmenter en contrepartie. Donc, il y a comme un point à atteindre. On ne peut pas être 100% protégé, mais il faut essayer de voir comment on peut améliorer au moins ce qui est déjà bâti. Donc, la résilience, on voit ici, il y a différentes questions qui se posent quand on parle de résilience. Pour qui? Est-ce que c'est pour tous les citoyens égal, par exemple, de façon égale, ceux qui restent près des rivières, des cours d'eau, ceux qui restent en milieu urbain? Est-ce que c'est la même chose qui devrait s'appliquer en termes de niveau de service? De quoi et à quel événement? Tantôt, on disait, il faut faire attention au changement climatique. Le 100 ans d'il y a 50 ans correspond peut-être aux 25 ans actuels. Ce qui fait qu'il faut se poser la question, quel événement on devrait regarder pour faire le dimensionnement, pour faire la correction, augmenter la performance des réseaux? Et d'autres questions qui se posent, pour quand, pour où, pourquoi? En fait, à l'intérieur d'un bassin versant, il y a différentes personnes qui ont différents enjeux. Tout ça pour dire qu'il y a 5 points que je voulais traiter, aborder. Donc, l'évolution des concepts, la norme CSA, les normes CSA qui existent, en fait, il y en a plusieurs qui ont été développées depuis, je dirais, 4-5 ans. On a participé à plusieurs de ces comités-là. Les réseaux existants, c'est un problème particulier. On ne peut pas reconstruire au complet tous nos réseaux. On sait qu'il y en a qui sont déficients. Comme j'ai dit, si le 100 ans devient 25 ans dans 25 ans, on a un petit problème. On voit ici que la résilience, ça veut dire quoi? En fait, vous voyez le système, en fait, le fonctionnement, comme on voit à gauche, un système qui est fiable pour une gamme rapprochée d'événements, il va être capable de maintenir sa performance. Alors qu'un système résilient, il va être capable de maintenir la performance pour une plus grande gamme d'événements. Donc, ce sont des événements qui sont plus importants qui vont se produire. Le système ne viendra pas totalement défaillant. Gros graphique, difficile à comprendre, mais c'est dans une des normes, en annexe d'une des normes, juste pour illustrer le fait que la résilience, vous voyez que le système, quand il fonctionne normalement, c'est à gauche du graphique. À un moment donné, il y a un gros événement qui se produit. Vous avez une défaillance. L'idée, c'est de ne pas avoir une défaillance qui fait que votre système ne fonctionne plus du tout. Donc, vous voyez qu'une ligne pointillée horizontale, c'est la performance minimale de votre système. C'est un peu ça la résilience. On sait qu'il va y avoir des événements plus importants qui vont se produire. Est-ce qu'on est capable d'avoir un système qui va être capable de prendre la petite quantité de plus qui va faire en sorte que notre réseau ne soit pas totalement défaillant à 100%. Donc, et la résilience, vous voyez qu'il y a 4 termes qui reviennent souvent dans la littérature: résistance, fiabilité, redondance. On va avoir un plan B. On veut toujours avoir quelque chose qui va nous aider à réduire la réduction de performance et la récupération, évidemment. Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va répondre à ça au point de vue municipal? C'est important de savoir l'urgence, effectivement, comment on va atteindre les réseaux qui sont en problème. On voit ici, à droite, c'est le métro de Montréal. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir, mais c'est arrivé à certaines occasions récemment que de l'eau se rentre dans le métro. Évidemment, ce n'est pas une situation très, très agréable et très appropriée. Donc, le système de résilience, on voit que c'est Holling, c'est toujours la référence qui est souvent citée. C'est un monsieur qui vient du monde de la biologie. Lui, il disait un système devrait être performant ou résilient, et il a défini ça en fonction d'un système écologique.
donc au point de vue environnemental. Et ça est resté par après, mais c'est appliqué à toutes sortes de systèmes d'ingénierie ou des systèmes de réseau. Historiquement, si on fait un historique comment les réseaux étaient conçus au Québec et ailleurs aussi, c'est ce qu'on voit ici. Au début, il y avait avant 1980, je dirais, on dimensionnait par exemple des conduites ou des ponceaux pour une récurrence fixe. OK, la personne qui faisait la conception demandait à l'organisme qui était régulateur, par exemple le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, quelle serait la récurrence de mon ponceau, de ma conduite. Et on disait, par exemple, 5 ans. Donc, une pluie qui avait une récurrence de 5 ans. On s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait des pluies plus grosses qui arrivaient, donc qu'il y avait des problèmes potentiels avec la performance. Donc, on a regardé le risque après 80 pour en arriver à une approche qui tenait compte d'événements un peu plus rares. Et aujourd'hui, on se rend compte que même si on fait ça, il va toujours avoir un événement qui va être supérieur, ce qui fait qu'on y va avec une résilience. Justement, les changements climatiques sont dans l'équation. Qu'est-ce qu'on fait avec les incertitudes? Le fait que tranquillement, ça se dégrade au fur et à mesure que les changements climatiques amènent de plus en plus d'eau et de précipitations extrêmes. Donc, l'équation ici, vous pouvez la regarder à tête reposée, mais c'est simplement en tenant compte du type d'aléa, qu'est-ce qui peut se produire, les conséquences, et si vous êtes vulnérable ou exposé aux conséquences. Donc, une ville, par exemple, c'est sur le bord d'un cours d'eau, par exemple, on regarde la rivière Saint-Régis, Saint-Pierre, avec lesquels on a collaboré dans les 4-5 dernières années, je dirais. Et évidemment, il y a des inondations des cours d'eau et des inondations de milieux urbains aussi qui se produisent. Donc, rapidement, les normes qui existent, qui sont nouvelles, qui datent, vous voyez, c'est 2019-2021. C'est assez récent comme norme. Et c'était justement le Canadian Standard Association, CSA, a voulu justement faire des normes qui pouvaient s'appliquer partout au Canada. Donc, il y avait des gens sur le comité qui étaient de toutes les provinces, en fait, qui étaient représentés. Et les gens voulaient prendre quelque chose qui pouvait s'appliquer sur des nouveaux projets ou des projets existants, qui est celui qui est en bas à droite, des projets. Qu'est-ce qu'on fait avec les projets ou les secteurs qui sont déjà construits pour lesquels on voudrait augmenter la résilience? Donc, les normes discutent de différents éléments qu'on voit ici et des types d'aléas, inondations par les cours d'eau, inondations par les réseaux de drainage souterrain, inondations par les eaux souterraines, infiltration par les eaux souterraines, ça peut exister aussi. Donc, ça traite de tous ces différents types d'aléas-là. Et on voit ici, en résumé, ce qui est là-dedans, en fait, c'est les prises en compte des changements climatiques, évidemment, qui ont été intégrés dans la norme, sans donner de précision. Voilà, chacune des provinces faire un peu ce qu'il veut. Aussi, au Québec, probablement que Philippe va en parler un petit peu, mais au Québec, on a choisi, dont on a parlé ce matin, de 20 % d'augmentation des débits ou des précipitations. On a choisi peut-être une façon uniforme. Les autres provinces canadiennes ne font pas la même approche. On ne le dit pas. Hein. On multiplie la précipitation actuelle par 20 % par exemple, pour tenir compte des changements climatiques. Ici, on fait ça depuis 10-12 ans. En fait, ça s'est comme précisé au fil des années, mais maintenant, c'est 18 ou 20 % de façon typique. On va majorer la précipitation ou les débits qui servent à la conception des réseaux ou des ponceaux, par exemple. Donc, le fait de la résilience pour les réseaux existants devient un enjeu important. Ce graphique-là est tiré, on l'a mis dans la norme, finalement, tiré de Syria, c'est un guide Angleterre, et ça illustre un peu la tendance de ce qu'on veut faire pour la conception des réseaux, des ponts ou n'importe quel ouvrage hydraulique. Le 1, c'est la petite pluie, donc les pluies très, très fréquentes, qui vont s'infiltrer, règle générale, dans le sol. Le numéro 2, c'est les pluies qui vont servir à la conception des conduites, par exemple. Numéro 3, c'est ce qu'on faisait historiquement, c'est les bassins de rétention. Par exemple, un bassin qui va empêcher qu'il y ait une inondation en aval va être dimensionné pour une pluie de 100 ans. Et le 4, ce qu'on ne faisait pas historiquement au Québec, c'est les événements extrêmes. Quand l'événement extrême arrive, est-ce que tout votre réseau devient totalement non fonctionnel ou vous avez encore une petite recharge qui vous permet de fonctionner quand même? C'est la résilience qui est dans le numéro 4. Et c'est ce qu'on a mis dans la norme, en fait, d'avoir une certaine résilience qui soit intégrée dans les réseaux, dans la conception des réseaux. Et on voit Intact. Ce qui a servi de prémisse aux différentes normes, c'est le groupe Intact, qui est un groupe, en fait, qui est financé par le groupe Intact à l'Université de Waterloo, qui a, c'est disponible sur Internet si vous voulez aller le chercher, mais vous voyez que c'est servi justement de pré-document pour la norme, en fait. Ça a été fait avec un comité aussi qui avait été fait par Intact, par le groupe financé par Intact. Donc, comme je disais, les assureurs ont évidemment un intérêt certain à faire en sorte que les réseaux soient plus résilients et qu'il y ait moins d'inondations, évidemment. Donc, là-dedans, on traite d'inondations riveraines, des cours d'eau qui débordent, les inondations de surface aussi, au Québec, évidemment, dans les secteurs bâtis. S'il y a des inondations très fortes, une pluie très forte, il va se produire des inondations de surface parce que les réseaux souterrains ne sont pas capables d'absorber toute l'eau qui va tomber. Refoulement d'égouts. Une fois que l'eau est rentrée dans les réseaux, si vous êtes mal protégé avec des clapets par le branchement de service au réseau municipal, vous allez potentiellement avoir un refoulement d'égouts.
Donc, ça peut être une autre cause de refoulement ou d'inondation dans les maisons. Donc, rapidement, ce qu'on regarde là-dedans, c'est justement, on a voulu ce qu'on a appelé une évaluation de base, puis une évaluation plus approfondie. Les petites municipalités qui étaient représentées sur le comité, ils ne voulaient pas que, par exemple, on ait à faire beaucoup de choses. Si on n'a pas de problème, par exemple, c'est pour ça que je dis ici, petite municipalité, il n'y a pas de problématique d'inondation, il n'y a rien qui se produit vraiment dans l'historique récent. Donc, on ne voulait pas que, si on voulait être conforme à la norme, qu'on ait beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'évaluation de base qui est décrite ici, c'est avec beaucoup de petites cases, mais en réalité, ce que ça fait, c'est vous enregistrez les plaintes que vous avez déjà eues sur votre réseau, etc. Vous faites un portrait, puis ça se résume un petit peu à ça en termes d'intervention si vous n'avez pas eu d'historique vraiment important. Quand vous avez eu des problèmes déjà, puis une municipalité plus importante va souvent prendre ce chemin-là, vous allez procéder avec une évaluation un peu plus détaillée, avec une modélisation. Vous allez essayer de voir où viennent les problèmes potentiels avec différents types de pluies pour être capable de cibler les interventions qui seraient privilégiées dans votre réseau. Donc, il y a plusieurs étapes, on voit ici, mais règle générale, le but, c'était justement de donner aux municipalités des outils pour déterminer, premièrement, est-ce que vous êtes à risque? Quels sont les secteurs à risque? Si oui, bien, qu'est-ce que vous pourriez faire pour augmenter la résilience ou la performance de votre réseau qui est existant? Donc, on voit ici un peu de statistiques, 2,9 milliards par année. Donc, c'est pour ça que je disais que les assureurs ont comme un intérêt certain et un certain intérêt à faire en sorte que ça diminue. En fait, même si l'augmentation avec les changements climatiques font que les inondations vont augmenter, bien, eux, ils ont intérêt à financer des projets de recherche ou d'intervention qui vont faire en sorte que ça va plutôt diminuer ou au moins rester stable. Quelques exemples là, de la région de Toronto et Edmonton, rapidement. Vous voyez que je parlais tantôt en 2013, il y a eu 2013, il y a eu 2005, 2008, plein d'événements extrêmes. Ici, au Québec, en fait, on a eu, ceux qui se souviennent, 1987, à Montréal, il y a eu un événement qui était presque millénaire en termes de récurrence. C'était un événement très intense, très court. Ça se perd avec le temps. Les gens oublient que ça s'est passé en 87. L'autoroute des Carrés qui était remplie comme une piscine avec les gens qui essaient de sortir avec des escaliers sur le côté de l'autoroute. À Toronto, ils ont eu plusieurs événements comme ça qui ont fait en sorte que les gens ont dit « Oups, il y a quelque chose qui se passe pour lequel on devrait faire quelque chose ». Donc, vous voyez, en 2013, 4700 refoulements des sous-sols. Donc, ils ont fait en sorte que la ville, il y a eu, pour 855 millions, la ville a dû bouger puis faire des études approfondies. Donc, et là, une fois que tu fais des études, la question suivante, jusqu'où tu vas te rendre dans le secteur existant pour rehausser le niveau de service? Une fois que tu as constaté plein d'inondations puis plein de problèmes, bien, il y a des questions qui se posent, qui sont ici. Jusqu'où tu vas remonter? Est-ce que tu vas remonter très, très haut, comme un réseau neuf, ou tu vas te contenter de justement juste revamper un peu puis d'essayer de monter la performance du réseau? Donc, il y a plein de conduites de questions qui vont se poser pour justement jusqu'où tu vas faire un effort. Et ce qu'on va souvent ressortir pour les réseaux existants, c'est le réseau majeur, ce qu'on appelle l'écoulement en surface. Toutes les cuvettes qui apparaissent en surface, c'est là que l'accumulation, c'est une pluie très, très forte, va s'accumuler et ça va peut-être causer des inondations par la surface pour les bâtiments. Donc, un réseau existant, le réseau majeur, la rue, va faire l'objet d'un peu plus d'analyse que ce que c'était historiquement. Donc, c'est ça, le niveau de service qu'on va fournir justement avec nos interventions va aller jusqu'où? C'est une question fondamentale pour les différents réseaux. Donc, on voit ici un peu parce que la cause des inondations peut avoir plusieurs différentes sources. Il faut être capable d'identifier la bonne cause. C'est une image qui est tirée de la norme, justement. Ça peut être la rivière qui est le problème, qui va déborder par la surface, mais la rivière aussi, avec des niveaux élevés, va faire en sorte que les réseaux de drainage qui se jettent dans la rivière vont aussi être impactés parce qu'on voit que le niveau de la rivière, nécessairement, c'est le même niveau qui apparaît dans le réseau. Ici, à Châteauguay, on est vraiment à la bouchure de la jonction entre le fleuve et la rivière, ce qui fait qu'ici, tous les réseaux qui sont raccordés à la rivière, à Châteauguay, en fait, sont soumis à cet effet-là, en fait, de niveau important de la rivière qui vont avoir un impact sur les réseaux locaux. Donc, on voit ici qu'évidemment, la ligne bleue, c'est le niveau dans la rivière, va totalement aussi inonder le réseau local, ce qui fait que les solutions doivent faire prendre en compte, en fait, la cause exacte du problème potentiel. On voit évidemment qu'il peut y avoir des inondations de surface sans relation avec le cours d'eau, mais en général, les causes sont multiples. Il faut vraiment cerner la bonne cause pour être capable d'avoir la bonne intervention. Juste un tableau pour illustrer. À Calgary, quand le gouvernement finance des projets, on l'a mis dans l'annexe, dans la norme. Vous voyez que la troisième colonne, c'est la récurrence pour laquelle les réseaux sont dimensionnés. Juste comme mettre ça en contexte, au Québec, c'est 100 ans. On dimensionne les réseaux neufs pour une récurrence 100 ans. Donc, avec une pluie 100 ans, en principe, les réseaux fonctionnent bien. On voit qu'eux autres, ils se rendent jusqu'à une fois 1000 ans. Ils disent que tout ce que je vais financer comme gouvernement albertain, je veux que tu dimensionnes ça pour qu'elle soit une fois 1000 ans, dépendant évidemment du type d'infrastructure.
quand c'est un hôpital, des choses qui sont critiques, les gens ne veulent pas qu'il y ait une inondation qui se produise une fois 100 ans qui va causer des problèmes. Donc, ça, c'est le concept anglais d'Angleterre. Vous voyez que c'est quand même assez simple, mais il y a toujours une source du problème. Ça peut être la rivière ou ça peut être d'autres choses. Il y a toujours une façon, un parcours que la source va pouvoir inonder. Puis, évidemment, les gens qui se font inonder, le récepteur de l'aléa lui-même. Et il y a plein d'approches qui existent. En fait, on voit ici les R en anglais, les 4 R, robustesse, redondance, ressources disponibles, rapidité pour agir quand il y a des problèmes qui se produisent. Et on a fait, nous autres, ça c'est une photo à Laval en 2019, c'est près de chez nous. On se trouvait un peu voyeurs, aller prendre les photos, les gens étaient en train de mettre des sacs de sable, mais c'est des gens qui étaient un peu mal pris, près de la rivière, évidemment, des Mille-Îles, qui étaient totalement inondés, donc l'eau arrivait carrément aux maisons. Et on a fait un article, finalement, vous voyez à droite, c'est disponible sur Internet, vous allez pouvoir le retracer, là, c'est gratuit. Moi, je suis quelque part là-dedans, mais il y a des gens là-dedans de Calgary, David Zou, c'est quelqu'un d'Edmonton, il y a des gens de Vancouver, des gens d'Ontario, de Toronto. Donc, on s'est mis à faire cet article-là qui voulait répertorier pourquoi on ne fait pas ça plus souvent ou de façon plus efficace, en fait, de rendre les réseaux résilients. Puis encore là, évidemment, ça, c'est une autre photo à Montréal en 2017. Et dans ce cas-là, en fait, c'est de l'eau qui est remontée dans la rue, qui était causée par la hauteur d'eau de la rivière elle-même. Mais vous voyez qu'évidemment, les entrants de dépression, c'est une fausse bonne idée. En fait, à l'époque, maintenant, la Ville de Montréal encadre ça vraiment de façon très rigoureuse, mais il y a plein de secteurs où on voit plein d'entrants à contrepente qui sont une invitation à l'accumulation d'eau en surface de rentrer dans le sous-sol de ces gens-là. Donc, le réseau majeur, comme je disais tantôt, devient important à gérer quand l'accumulation se produit, point bas dans une rue. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau qui est là? Est-ce qu'elle pouvait la gérer pour l'envoyer, non pas dans les sous-sols, mais de l'envoyer aux bons endroits, dans des bassins de rétention, par exemple? C'est un peu ce que le système, les graphiques ici étant l'expliquer, c'est que l'eau accumulée en surface doit être gérée de façon différente. Comme on voit ici, c'est comme décaler ce volume-là additionnel qui arrive au point bas pour l'envoyer dans des endroits où ça peut être géré plus efficacement. Donc, c'est un peu le principe général. Ça semble facile à faire, mais quand c'est des secteurs bâtis, comme à Montréal ou d'autres secteurs, ça peut devenir très complexe à mettre en œuvre. Donc, évidemment, l'idée pour se protéger, il y a des choses qui peuvent rendre ça indépendant, le réseau. Autrement dit, concentrer les augmentations d'eau à des endroits spécifiques qui font en sorte qu'on va gérer plus efficacement les inondations de surface, ce qui va faire en sorte qu'on aura des approches qu'on pourra utiliser pour quantifier ça, parce que c'est toujours la question jusqu'où on va aller pour augmenter la résilience des réseaux existants. C'est toujours une question importante en termes de dollars, évidemment, qui vont coûter de plus en plus cher. Évidemment, plus on va aller un système qui est très performant, plus ça va coûter cher, évidemment, à mettre en place. Donc, il y a des choses qui existent pour quantifier jusqu'où on peut se rendre. C'est quoi l'effet, en fait, en termes de dollars, si on ne fait rien? Par exemple, c'est pour ça que Toronto a fallu qu'ils bougent, parce qu'évidemment, les autres, s'ils ne faisaient rien, ils ont vu que c'était 850 millions ou 1 milliard à chaque fois qu'il y avait un événement extrême. Et il y a plusieurs échelles qu'on peut regarder aussi. L'échelle temporelle, on voit ici des choses qu'on peut faire à court terme pour augmenter la résilience, qui est à gauche du graphique. Puis à droite, c'est à long terme. Tranquillement, votre système, au fur et à mesure que vous allez intervenir dessus, va augmenter sa résilience donc, de façon graduelle. Donc, il y a une échelle temporelle à considérer, puis une échelle spatiale aussi. On peut agir à très petite échelle, on peut agir à une échelle moyenne, on peut agir à l'échelle de la ville ou de la MRC ou d'un bassin versant. Ce qui est évidemment l'approche la meilleure à l'échelle d'un bassin versant. Donc, d'autres approches qui existent, ça, c'est les Anglais, en fait, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. On n'entend pas beaucoup parler des Anglais, mais ils ont eu beaucoup d'inondations aussi, ce qui les a fait réfléchir à les approches qu'ils devraient avoir pour des réseaux qui sont déjà construits. Donc, soit mitigation, adaptation, faire face. En anglais, c'est coping, mais faire face justement parce qu'on ne peut pas se résoudre à partir, par exemple, d'un endroit parce que c'est déjà bâti depuis plusieurs années. Puis finalement, apprendre des événements extrêmes puis de la façon qu'on a réagi aux événements extrêmes. Donc, les Australiens ici, une autre façon d'approcher. Fluvial, c'est des cours d'eau qui débordent. Pluvial, c'est les réseaux qui peuvent inonder. Donc, les autres, ils ont très simple. Soit que tu t'en vas, soit tu t'adaptes, soit tu te défends. C'est une approche relativement simple, mais ça se résume souvent à ça comme intervention potentielle. Gestion des eaux, c'est un peu un avant-goût de ce qu'il va suivre après moi. Donc, les infrastructures vertes qu'on appelle à l'échelle d'un bassin dans un réseau existant, c'est toujours des choses intéressantes qui vont permettre d'augmenter la résilience. Comme on voit, ça va augmenter la redondance des systèmes, augmenter la résilience, puis répartir un peu le problème dans plusieurs petits îlots de biorétention ou d'autres qui vont faire en sorte que globalement, le système va être plus performant. Rapidement, Edmonton, juste pour dire qu'Edmonton, c'est un cas particulier par rapport à nous autres.
C'est une des seules villes, ou grandes villes importantes au Canada, qui sont gérées par un organisme externe. Ce n'est pas la ville qui gère ça. La ville engage EPCOR, qui est une compagnie internationale, gère-moi mon réseau de drainage. Donc, eux, ils ont un intérêt à vraiment minimiser ou augmenter la performance du réseau. C'est pour ça qu'il y a vraiment des études approfondies qui ont été mises en place pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour augmenter la résilience. Donc, les gens ont vraiment regardé en détail. Il y a des cartes qui existent pour en arriver finalement à ce type de plan-là. Que vous voyez, des bassins, c'est presque 1,6 milliard de travaux sur 20 ans, mais qui comprend des bassins de rétention à un peu plus grande échelle, des infrastructures vertes. Les gens se sont rendus compte que tant qu'à faire des rénovations pour faire des infrastructures vertes, au fur et à mesure qu'on reconstruit les cours d'eau, des réseaux. Un autre petit clin d'œil pour les infrastructures vertes, vous voyez qu'eux autres, ils ont fait carrément des consultations publiques. Les gens ont dit, on veut avoir des infrastructures vertes dans nos secteurs. Donc, ça fait maintenant partie de l'équation, d'avoir toujours en tête de mettre en place des infrastructures vertes dans les réseaux existants ou des nouveaux réseaux qui sont construits. Donc, les gens ont vraiment dit, on veut plus de verdissement, donc pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'il y a des questions esthétiques aussi ou d'autres qui sont venues. Edmonton, juste pour illustrer le fait qu'eux, ils ont carrément dit que les infrastructures vertes, c'était un des éléments qu'il fallait mettre de l'avant de plus en plus. Donc, dans tous les projets, pour différentes raisons, entre autres la réduction des volumes de ruissellement, la réduction, ça a beaucoup d'impact sur les cours d'eau, etc. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place. Et comme je disais, pour des projets de très grande envergure, c'est toujours avec un mix, un mélange d'infrastructures vertes et d'infrastructures grises à plus grosse échelle qui va être mis en place. Toronto, rapidement, ils ont découpé ça en 67 zones. Ça fait 10 ans qu'ils étudient en détail l'ensemble des réseaux. Ils veulent mettre ce genre d'équipement-là dans les puiseurs à grande échelle, des milliers de ces régulateurs de débit-là. D'ailleurs, au laboratoire, nous autres, en fait, la salle NHI, c'est un laboratoire hydraulique. On a vérifié le comportement de certains équipements que la Ville de Toronto allait mettre par milliers à l'intérieur de la ville, dans les puiseurs existants. Donc, ça permet de régulariser l'eau qui rentre dans les réseaux municipaux, dans chacun des puiseurs. Donc, c'est des équipements comme ça qu'ils vont mettre en place. Et dans chacun des cas, ils ont vraiment fait des consultations publiques pour être capables de voir les meilleures approches. Un chiffre important, 32 000 par propriété. C'est le chiffre qui sont arrivés à Toronto en disant, est-ce que ça vaut la peine de faire une intervention si je suis capable d'arriver à un prix moindre que 32 000 par propriété? C'est ce qu'ils ont vu comme valeur moyenne de dégâts causés par des refoulements d'égouts à l'intérieur des bâtiments. Donc, ils sont arrivés justement avec le niveau de service, comme je disais. C'est quoi le niveau de service que tu veux donner dans le secteur existant? Mais ils sont arrivés avec ces critères-là qu'on voit ici. Donc, même si ça vient en charge, les points bas, on va les contrôler avec le niveau d'eau dans les points bas. On va aussi contrôler la mise en charge des réseaux souterrains pour pas que les bâtiments, comme on voit en bas à gauche, soient affectés par une mise en charge des réseaux urbains. Donc, et je trouvais intéressant de voir ça ici. C'est leurs 3 critères. Les Canadiens anglais sont souvent pragmatiques, mais je trouvais ça bien de voir que les solutions sont examinées à la lumière de trois facteurs. Donc, ça devrait réduire le risque le plus vite possible. Donc, si tu fais quelque chose qui va prendre 15 ans, les gens ont été inondés l'année passée, ils veulent quelque chose de rapide. C'est un des premiers critères. Minimiser le risque d'avoir des nouveaux aléas qui vont se développer, évidemment, quand tu grossis la ville, et finalement répondre de façon adéquate quand il y a des événements critiques. Juste un autre guide qui est important, aussi on a participé à ça, c'était le Conseil national de recherche. Vous voyez le titre en haut à droite, c'est justement en fonction des changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour des réseaux de drainage. 700 pages de documents, c'est vraiment beaucoup d'annexes, mais de façon intéressante. Ils ont regardé plusieurs choses qui sont faites au Canada pour en arriver à ce graphique-là, qui est un peu le résumé des 700 pages, mais de voir en fonction du type d'infrastructure, infrastructures critiques, infrastructures qui sont moins critiques, donc vous pouvez avoir une intervention qui va être adaptée en termes de criticalité, en fait, en bon anglais, là, qu'on pourrait évaluer en fonction de l'intervention à faire. En terminant, juste Montréal. Montréal a aussi un plan de gestion ou de résilience pour les réseaux existants, parce qu'ils ont évidemment des problèmes. Et ils ont répertorié tout ce qu'on voit à gauche et tout ce qu'ils ont de disponible comme information, et avec différentes catégories d'impact qu'on voit à droite, donc pour justement cibler les interventions. Et sans surprise, c'est les points bas. En fait, comme on voit ici, les cuvettes, quand vous avez un secteur, évidemment, toute la Montérégie est assez plane. Donc, plusieurs points bas comme ça, et la gestion d'événements extrêmes va se faire par les points bas. Et la Ville de Montréal, par exemple, a examiné avec des cartographies, avec des lidars, donc des modèles numériques de terrain, d'avoir justement la caractérisation de ces points bas-là. On voit un exemple, évidemment, quand tu as un point bas, il faut que le point bas évacue ou contienne l'eau sans inonder les gens. La Ville de Calgary, depuis 2011, ils ont ce type d'analyse-là. Tu es
est obligé de faire ça. Juste pour illustrer, on a fait ça pour la STM il y a quelques années. La STM, il y avait 300 points à l'intérieur de l'île qui voulaient voir c'est quoi la vulnérabilité de nos équipements pour la STM. Et on a regardé justement les points bas. Comme on voit ici, la ligne bleue, si on voit le profil qui est à droite, vous voyez qu'il y a un point bas quelque part où est-ce qu'il y a le cercle rouge. Donc, ce point bas-là va recevoir de l'eau en surface. Et c'est de quantifier ça qui devient important. Vous voyez ici toutes les accumulations d'eau en surface qui peuvent être quantifiées avec un modèle numérique de terrain qu'on voit ici aussi, avec les connexions. En fait, les rues, une fois que ça déborde, ça va aller en cascade. Si vous reconnaissez Montréal, le fleuve est à droite, donc tout ça va descendre à partir du milieu de l'autoroute 40, tout ça descend vers le fleuve. Ce qui fait que les cuvettes intermédiaires vont finalement aller en cascade pour finalement se ramasser proche du fleuve, près du Vieux-Montréal, avec des problèmes potentiels d'accumulation d'eau plus importants, comme on voit ici. Et ça permet d'aller vraiment dans le détail. Vous voyez ici le petit carré rouge. Si on fait un zoom là-dessus, la simulation qui a été faite, on a pu comparer ça aux inondations qui ont été observées. Ça, c'est autour près du Vieux-Montréal. Et on a pu comparer que finalement, il y a des photos qui avaient été prises et ça correspondait aux accumulations d'eau qui avaient été vues dans les points bas. Donc, ça permettait de valider un peu les analyses qui étaient faites. Et pour terminer, d'autres exemples. On n'est pas les seuls à penser à ça. Donc, toutes les villes parlent de villes résilientes, donc d'infrastructures vertes, de gestion par les parcs. La ville de Montréal aussi, les parcs résilients, c'est le mot à la mode. Vous voyez à droite, Rotterdam aussi, en milieu urbain, des parcs qui vont servir proches des points bas, évidemment, qui vont servir à accumuler des eaux temporairement. Puis souvent, des choses qui sont relativement faciles à faire, comme on voit à gauche, New York. Juste le fait de remonter le niveau d'entrée dans le métro, en fait, s'il y a de l'inondation dans la rue, en fait, l'eau ne rentrera pas dans le métro, comme on a vu les photos du métro de Montréal. Et finalement, je pense que ça termine la présentation sur ces petits proverbes. Monsieur Rivard, superbe présentation, bien intéressant. Je suis sûr qu'il y a des questions. Je ne peux pas en permettre beaucoup parce qu'on est vraiment limité dans le temps. Mais... Bonjour, super présentation. J'aurais une question. On a vu des modèles pour des grandes villes qui ont des grands moyens, mais pour une ville de plus petite densité ou qui est rurale, est-ce que c'est pas un peu... Je vois mal comment ça peut s'appliquer s'ils n'ont pas les équipes techniques pour réaliser un plan de suivi d'inondation et ainsi de suite, quand ils peuvent être touchés. Des fois, ils ont un réseau seulement pluviaux, mais puis le reste est alimenté en puits. Est-ce que c'est aussi pris en compte en termes de contamination de l'eau ou d'autres volets, ou c'est juste d'évacuer l'eau le plus vite de la ville? Non, mais c'est ça. On ne veut pas l'évacuer. Comme on le disait tantôt, on veut la garder. Tantôt, il y avait une question ce matin, est-ce qu'on veut retenir le plus possible? Mais la tendance, c'est la goutte d'eau tombe là, tu vas la retenir là le plus longtemps possible, tu vas l'infiltrer le maximum. Les infrastructures vertes, c'est un peu ça le concept, simplifié à l'extrême, mais c'est l'idée d'avoir vraiment... le fait d'infiltrer à la source va faire en sorte que les cours d'eau vont se trouver mieux. Le contrôle de la qualité va se faire aussi par la bande parce que la goutte d'eau qui est rendue infiltrée n'est pas rendue dans le cours d'eau, donc elle n'a pas entraîné des polluants avec elle. Donc, il y a plein de bénéfices rattachés aux infrastructures vertes. Puis le concept, c'est justement qu'on rame un petit peu en envers par rapport à l'historique. Historiquement, on disait on veut que l'eau disparaisse le plus vite possible. Maintenant, on va un petit peu à contre-courant. On dit non, on veut la garder proche, puis l'infiltrer, puis l'utiliser à la source. C'est un changement de paradigme, mais pour revenir au fait qu'une petite municipalité ou même une MRC ou une autre qui pourrait avoir pas d'informations, comme je n'en ai pas parlé vraiment parce que je suis sorti un petit peu de Montérégie puis de la région de la Scalbrique, mais en fait, on avait travaillé sur la rivière Saint-Pierre-Saint-Régis. Donc, la plupart des gens maintenant ont une couverture de modèles numériques de terrain très, très élevée. La CMM, par exemple, toutes les 82 villes de la CMM, il y a un modèle numérique de terrain qui est au 20 cm. Donc, la précision est extrême parce qu'eux autres, ils voulaient avoir de l'information sur les zones inondables. Quand on regarde autour de Montréal, évidemment, si vous avez un pied de plus de niveau d'eau dans la rivière, vous allez avoir un pied qui va aller loin dans les terres, qui va inonder beaucoup de personnes. Donc, c'est important d'avoir le modèle de terrain le plus précis possible. Puis même si les gens n'ont pas ce modèle-là de terrain plus précis, bien, au niveau provincial, il y a Forêt ouverte qui rend ça disponible dans toutes les régions du Québec. Sur des petits trous au Saguenay, là, si vous êtes au Saguenay, des fois, on faisait des projets au Saguenay, puis il y avait un petit trou, il n'y avait pas de carte. Mais en général, les gens ont ça disponible. Donc, tu as un modèle numérique de terrain qui est disponible. Les gens de géomatique peuvent facilement s'approprier ça pour faire ce qu'on a fait tantôt avec les cuvettes. Puis la Ville de Montréal le fait facilement avec un modèle numérique de terrain, d'avoir justement, sont où les cuvettes, comment sont grosses, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, c'est quoi le bassin versant qui va envoyer de l'eau dans la cuvette, quelle eau va s'accumuler au maximum. Donc, ça peut informer
pour la suite du programme, qu'est-ce que tu fais avec ton réseau existant? Donc, ces choses-là sont disponibles. Puis la plupart des MRC ou d'autres qui ont des gens géomatiques qui sont capables d'utiliser ça pour en arriver aux mêmes sortes d'analyses sans faire une analyse des réseaux souterrains. C'est souvent ça qui est intéressant parce que tu n'as même pas besoin de connaître ce qui est souterrain. En fait, pour la STM, on a couvert toute l'île de Montréal. Fait qu'il y avait des milliers de kilomètres de conduite, mais on n'a pas tenu compte. On a juste assumé que l'eau tombait et qu'il y avait une partie qui allait dans les réseaux, puis la partie excédentaire, sur 25-100 ans de récurrence, allait rester en surface. C'est comme ça qu'on a contourné le problème des réseaux souterrains. Donc, encore là, on s'est servi juste du modèle de terrain et non pas des réseaux de conduite. Donc, même si la ville n'a pas le détail des réseaux de conduite souterrains, bien, ça pourrait être quand même des analyses qui pourraient être faites. Il y a le programme OASIS au niveau provincial qui est de plus en plus utilisé. Là. Les gens réalisent que le programme OASIS, c'est pour justement des îlots de chaleur et verdissement pour les îlots de chaleur et aussi les réductions des inondations de surface. Donc, il y a plusieurs villes, Candiac, la MRC de Masquinongé, en fait, qui a eu aussi une subvention dans le cadre du programme OASIS. Il y a plein de villes qui voient qu'il y a des subventions, puis évidemment, là-dedans, en bout de piste, à la fin du programme de subvention, c'est qu'il y a 5 secteurs d'identifiés, puis là, le provincial peut financer le fait de mettre des infrastructures vertes en place. Donc, il va y avoir une accélération à cause du programme OASIS, parce que le ministère s'est rendu compte que c'était intéressant de financer ça. Donc, il y a plein d'analyses qui se font, et dans ces cadres-là, on utilise souvent juste le modèle numérique de terrain, parce qu'on n'a pas tous les réseaux. Dans le cas de la MRC de Masquinongé, il y a 14 municipalités, puis il y en a plusieurs là-dedans qui étaient plus rurales, puis avec moins de moyens, puis il n'y avait pas les réseaux, le détail des réseaux. Donc, on va juste couvrir la surface et non pas le souterrain. Longue réponse à une question courte, mais désolé. Moi, ma question, là, c'est que, pour citer un proverbe, là, mieux vaut prévenir que guérir. Au niveau des municipalités, il faut se donner une vision d'ensemble pour réduire à la source aussi. Et puis, l'aménagement du territoire est très important dans cette perspective-là. Ce n'est pas juste de réparer après coup puis de payer très cher, puis de plus en plus cher, là, si on ne développe pas cette dimension-là aussi. Alors, je trouve que c'est important d'intégrer les deux. Là. Tout à fait. C'est pour ça que je montrais l'exemple du livre au début. Isabelle Thomas, c'est pas une ingénieure, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'aménagement des villes, comment on peut les rendre, penser vraiment en amont pour réfléchir à comment on va construire la ville aussi. Et tout à fait. C'est pour ça qu'elle est comme spécialisée dans l'aménagement des villes, mais la résilience pour les inondations, Isabelle Thomas, donc c'est un livre intéressant pour ça, effectivement. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Courte question? Oui. Tu as le droit à une question, toi, Philippe? Oui, très courte, mais je pense qu'on va en parler après. On a vu les inondations qu'on a eues cet été, c'est pas lié juste aux cuvettes, c'est lié simplement à la vitesse à laquelle l'eau On a eu des parkings à l'UQAM qui n'étaient pas dans une cuvette, qui sont rendus. Enfin, la moindre, on va dire, obstacle à l'écoulement de l'eau devient une source, plus la remontée, comme tu disais. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de redesigner complètement l'asphaltage des rues. Il y a des murs verts qui existent partout dans le monde. On parle évidemment de Ville-Éponge. Vous allez à Singapour, où il n'y a pas de trottoir comme chez nous. C'est sûr qu'ils n'ont pas de neige, mais par contre, les trottoirs sont devenus des véritables cours d'eau quand on a des précipitations qui ont atteint de 75 mm en l'espace d'une heure à Montréal. Donc, il y a tout un concept à encadrer le parcours de l'eau. C'est pour ça que le réseau majeur, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait justement dans le milieu très urbanisé avec des murs en béton qui coupent l'eau, ça va jouer aussi. Donc, de penser qu'est-ce que l'eau va faire, où est-ce qu'elle va aller, en fait. Merci, M. Livard. Merci, M. Livard.